France Maghreb 2. Le sommaire de ce grand forum pour ce vendredi 2 novembre, la récap, retour sur les principaux faits de l'actualité de la semaine avec cette question du jour aujourd'hui. Et la ministre des Armées assure que les armes vendues à l'Arabie Saoudite ne sont pas utilisées au Yémen et assure que l'Arabie Saoudite n'est qu'un acheteur modeste d'armement français. Croyez-vous aux explications de la ministre? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Retour sur cet attentat suicide qui a eu lieu ce lundi 29 octobre près du théâtre municipal à Tunis, sur l'avenue Habib Bourguiba. L'incompréhension est générale. Cette attaque, la première dans la capitale depuis novembre 2015, inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. Nous pensions avoir éliminé le terrorisme, mais la vérité, c'est que j'espère que le terrorisme n'aura pas raison de nous, a déclaré depuis Berlin lundi dernier Beji Caïd Essebsi, le président tunisien. À peine élu, Jair Bolsonaro affirme qu'il compte transférer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem. Netanyahou s'est évidemment félicité de l'élection du candidat d'extrême droite. C'est parti donc pour le LGF avec vos appels au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le grand forum et comme tous les vendredis, il est là. Le vendredi, c'est Mamie. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous présente Mehdi Chebaiki, notre cheminot de l'équipe. Bonjour Mehdi. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous nos auditeurs. Comment ça va Mehdi? Ça va très très bien. Et vous sur Paris, ça va bien? Impeccable, impeccable. Alors, dites donc, messieurs, là, j'ai l'impression que la France s'est arrêtée de travailler. Là, on a l'impression que tout le monde fait le pont aujourd'hui. La France ne travaille pas pendant le mois d'août. La France ne travaille pas dès le mois de mai. Et la France ne travaille pas au mois de novembre. Dès qu'il y a un jour férié au milieu de semaine, surtout si c'est un mercredi ou un jeudi, ça fait RTT et autres. Et j'ai toujours dit que les Français sont des bons musulmans parce qu'ils font comme les musulmans pendant le mois de Ramadan et comme beaucoup de pays musulmans qui travaillent à mi-temps pendant 4 mois ou 3 mois, juillet, août, septembre. Donc, qui se ressemblent, s'assemblent. Est-ce que la SNCF, on est pareil? Là, ça fait le pont, il y a moins de trains, il y a moins de personnel? Ah, ça, ils peuvent pas. Ah, c'est tout le contraire, hélas. Non, pendant les ponts, justement, c'est là qu'on doit être sur le pont. Ah, formidable. Bien joué. Bon, alors, la question du jour, aujourd'hui, en rapport à la ministre des Armées, vous la connaissez, oui, Florence Parly, hein. La ministre des Armées assure que les armes vendues à l'Arabie Saoudite ne sont pas utilisées au Yémen et assure que l'Arabie Saoudite n'est qu'un acheteur modeste d'armement français. Alors, est-ce que vous croyez aux explications de la ministre Tarek Papi? Je vous écoute. Mehdi, vas-y, je t'écoute. En fait, elle est dans un rôle de communication politique, hein, ni plus ni moins. Ce qu'elle dit, c'est à la rigueur, c'est presque un contre-argument, parce qu'elle nous dit que d'un côté, la Saoudie ne serait qu'un modeste acheteur d'armement français. Ma foi, si cet acheteur est si modeste que cela, pourquoi continuer à lui vendre? C'est pas ça qui va trouer les caisses de l'État ou des entreprises d'armement. Mais non, c'est juste de la com. La vente d'armes est un secteur stratégique. Il y a des entreprises françaises comme Thales, EADS. Il y a Safran, il y a Nexter, Sagem, il y a vraiment du lourd. C'est un secteur stratégique qui est piloté par l'État. La France ne s'arrêtera sûrement pas de vendre des armes suite à la mort d'un journaliste. En tout cas, on vous a posé la question, est-ce que vous croyez à la ministre, hein, lorsqu'elle nous dit ça, elle déclare, d'ailleurs, elle fait la tournée des médias en ce moment pour le rappeler, pour minimiser un petit peu les choses. Vous êtes 96% à ne pas la croire, hein, sur Facebook, donc c'est un score sans appel, on va dire. 96% d'auditeurs, d'auditrices qui ne croient pas la ministre des Armées lorsqu'elle dit que les armes que la France vend à l'Arabie Saoudite ne servent pas au Yémen, alors que, rappelons-le, il y a des différentes organisations qui avaient justement signalé la présence d'armes françaises au Yémen. Donc voilà, il y a plusieurs contre-vérités dans ces déclarations de la ministre des Armées, Mehdi. Est-ce que l'Arabie Saoudite déclare ce qu'elle fait des armes une fois qu'elle les a achetées? Je veux dire, l'Arabie Saoudite, c'est un pays souverain. Donald Trump a battu en brèche la souveraineté saoudienne dernièrement, mais je veux dire, l'Arabie Saoudite fait ce qu'elle veut une fois que les armes sont achetées. Vous achetez un couteau de cuisine, vous en faites bien ce que vous voulez, vous découpez un steak ou vous faites des choses horribles avec. C'est la même chose avec les armes. Bien entendu qu'ils utilisent les armes qu'ils ont achetées au Yémen. À quoi leur servirait-il d'acheter des armes si ce n'était pour s'en servir, a fortiori au Yémen, dans un conflit qui s'embourbe depuis maintenant plusieurs années, alors qu'ils pensaient y aller la fleur au fusil pour quelques semaines. Donc non, là on essaie de préserver des liens diplomatiques, on essaie de préserver une image française, une image de pays
ce qu'on a l'habitude de dire, de pays des Lumières, de pays des droits de l'homme. Mais face à la vente d'armes, face à ce marché ultra secret, ultra protégé, il y a la réelle politique qui arrive, et là, on se trouve embourbé les pieds dans le tapis. Et une dame politique, une femme politique, était l'esprit entre le fait de devoir vendre des armes, gérer la stratégie géopolitique de la France, et puis faire plaisir à ses concitoyens en racontant quelques bobards pour nous faire croire à un monde de bisounours. Tarek Mami, est-ce qu'il faut croire la ministre lorsqu'elle nous dit que les armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite ne servent pas au Yémen? C'est là où on voit la faiblesse des journalistes d'investigation français. Aujourd'hui, quand un ministre, comme la ministre des Défense, fait deux déclarations qui, à mon sens, sont aussi fausses l'une que l'autre, la première, c'est que quand vous vendez les armes, vous pouvez les taguer. C'est-à-dire, vous pouvez vendre des armes et savoir quand elles sont utilisées. C'est pas le cas. Donc, une fois qu'ils achètent les armes pour réprimer, pourquoi on achète des armes d'abord pour un pays comme l'Arabie Saoudite? C'est qui son ennemi sur place pour qu'il soit obligé d'acheter des armes? Si c'est pour faire la guerre à l'Iran, ces armes-là ne serviront pas à grand chose. Si c'est pour réprimer à Bahreïn et à la guerre du Yémen, ces armes françaises vont être utilisées. La deuxième chose, la France est au moins le troisième ou le deuxième fournisseur d'armes depuis 1975, c'est pas nouveau. Depuis que le capitaine Baril a été libéré, entre guillemets, la Mecque qui a été occupée par un certain Juhayman, par des salafistes, encore plus salafistes que wahhabites, depuis, jusqu'à destin, la France vend des armes à l'Arabie Saoudite. Maintenant, est-ce que la presse française, est-ce que des journalistes français vont pouvoir faire un vrai travail d'investigation et trouver, par les moyens de l'investigation journalistique, la liste du matériel et la quantité en dollars? Amnesty International a fait déjà quelques révélations là-dessus. Non, il y a pas mal d'armes. Sur quelques armes, mais oui, si on peut dire, ça vend une frégate française. Voilà, X milliards de centimes, de dollars, je veux dire, alors que les États-Unis, c'est X milliards. Là, on voit tout de suite l'importance, si c'est un peu ou pas. En tout cas, la France vend plus que la Chine, plus que la Russie, plus qu'Israël, plus que plein de pays. En Arabie Saoudite, vous dites? En Arabie Saoudite, oui. Oui, c'est, je crois, le deuxième ou troisième. Deuxième, maximum derrière troisième. l'Inde. Voilà. Et donc, c'est à nous, les journalistes, les uns et les autres, d'aller chercher dans les documents, parce qu'on peut trouver pas tout, mais on peut trouver dans les actes de l'Assemblée nationale, dans les commissions, on peut trouver des chiffres, on peut trouver des comparatifs, et avec Google et ceux qui n'aiment pas beaucoup la France, on peut trouver sur d'autres moteurs de recherche anglais, voire indiens, russe, iranien, le montant des armes et la quantité des armes. Mais pourquoi elle dit ça alors, la ministre? Parce que elle prend les gens aujourd'hui, le gouvernement avec M. Macron, est d'une part obligé d'aller chercher de l'argent pour combler plein de trous, et d'autres de vendre un discours qu'il souhaiterait tenir. Quand on dit qu'on augmente la taxe sur le gasoil pour participer à la propreté de l'environnement, c'est faux. On augmente la taxe parce qu'il faut plus d'argent dans la caisse. Aujourd'hui, il y a une fuite qui est en train de sortir. À partir de l'année prochaine, on fera payer une taxe sur les fameux tickets restaurants et sur les fameux tickets de vacances. Donc, à la recherche de l'argent et du budget pour pouvoir combler tous ces trous que la France a produits depuis une trentaine d'années, on raconte n'importe quoi pour trouver quelque chose à dire aux citoyens. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le buzz, on ne peut plus tromper les citoyens. Même des fois, les citoyens créent des choses qui sont pas vraies, des fake news. Mais je veux dire, l'homme politique aujourd'hui, de droite, de gauche, au pouvoir, dans l'opposition, n'est pas crédible aux yeux des citoyens. Mehdi? Oui, non, je rejoins tout à fait l'avis de Monsieur Mami. La Saoudie est un pays, c'est un bon payeur, qui est souvent venu, un peu comme le Qatar ou les pétromonarchies du Golfe, à la rescousse des entreprises françaises. Lorsqu'on a une entreprise sociale française qui a un peu de mal, qui a des difficultés, et lorsque l'État ne veut pas mettre la main à la poche, et bien à ce moment-là, on fait appel aux amis du Moyen-Orient, qui n'hésitent jamais justement à venir investir c'est une misère pour comparer à leur budget, mais qui n'hésitent jamais justement à venir investir dans leur influence en France. Et là, on est vraiment face à cela dans le discours de la ministre de la Défense.
Alors, justement, puisqu'on en parle, donc visiblement vous êtes, je le rappelle, le sondage aujourd'hui. Est-ce que vous croyez la ministre? 96% ne croient pas la ministre. C'est le sondage donc qui ressort les résultats du sondage d'aujourd'hui sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. On a évidemment la même tendance. Donc en majorité, les internautes ne croient pas la ministre. C'est vrai que ce genre de déclaration, ça passe quand même assez mal parce que quand on vend des armes, comme le disait d'ailleurs très justement Tarek tout à l'heure, c'est pour faire quoi? C'est pas pour le mettre en décoration dans les salons, dans les beaux palais de Riyad. Non, c'est pour les utiliser sur les terrains d'action. Et quels sont les terrains d'action de l'Arabie Saoudite en ce moment? Qui sont ses cousins et ses voisins et ses compatriotes en religion et en race, même s'il n'y a pas de race. Faut le rappeler. Alors justement, tiens, une petite question. Est-ce que avec probablement l'isolement de MBS au sein même de la famille Saoud qui risque d'être écarté incessamment sous peu, et on parle d'ailleurs de son oncle qui pourrait reprendre les rênes, est-ce que finalement l'un des premier chantier du nouveau prince héritier, enfin de Ahmed Ben Salman, c'est lui dont on parle, ça sera d'arrêter la guerre au Yémen? Oui, alors d'abord il faut expliquer un peu aux auditeurs la situation. Donc tout le monde a suivi peu ou prou la situation du journaliste Jamal Khashoggi, qui a été manifestement tué à l'intérieur du consulat, puisque les Saoudiens eux-mêmes le reconnaissent. Après, on trouve pas son corps, plusieurs hypothèses. Le corps enterré dans la forêt d'Istanbul, le corps repatrié en avion en Arabie Saoudite, le corps dissous dans de l'acide. Et donc, aujourd'hui, il y a une crise, et la majorité de la famille, ils sont 25 000, c'est pour 30 millions d'habitants. Il y a 25 000 princes, reines, tout ce que vous voulez. C'est eux qui dirigent ce pays. Et donc, dans les 25 000, ils ne sont pas contents de la situation de Salman et de MBS, et chacun propose de dégager MBS. Et pour dégager MBS, donc, soit on revient à celui qui était avant lui, mais Salman n'en veut pas, soit au frère de Salman qui s'appelle Ahmed, qui était en exil, qui est considéré comme un opposant light, mais un opposant quand même. Et lui, effectivement, il était contre la guerre au Yémen, il était contre le rapprochement avec Israël. Et il ressemble, on dit, d'après sa biographie, qu'il ressemblerait plus au roi Faisal, qui avait donc... qui est monté d'ailleurs sur le trône un 2 novembre. Oui, et voilà, bravo Christophe pour la mémoire. Et donc qui a été assassiné parce que c'est lui qui avait fait l'embargo sur le pétrole, la seule fois où ça s'est passé. Bon, dans la guerre de 73, la guerre entre les pays arabes et Israël. Et donc celui-là ressemblerait, on va, c'est de la spéculation, il ressemblerait au vœu que voulait Jamal, donc qu'on arrête aujourd'hui cette guerre et qu'on s'occupe de la réforme de l'Arabie Saoudite, non pas pour diminuer le pouvoir des princes de l'Arabie Saoudite, des Saouds, mais pour donner un peu plus de liberté aux gens et pour commencer à faire rentrer l'Arabie Saoudite dans ce que le Qatar vit un peu, dans ce que les Émirats vivent un peu, parce qu'au Qatar et aux Émirats, on touche pas à la famille royale, mais pour le reste, on fait ce qu'on veut. Alors justement, le Yémen, on en parle et vous pouvez nous appeler bien entendu au 01 40 33 9000 pour intervenir, nous donner votre avis qui nous intéresse, Mehdi. Donc le Yémen, visiblement, semble être... on est plus vers la fin que vers le début de cette guerre. Non, espérons-le. Espérons-le, parce qu'il y a depuis 3 jours un regroupement de 30 000 soldats de la coalition dite arabe, c'est-à-dire principalement des Saoudiens, Blackwater, la société américaine de mercenaires, les Émiratis, quelques soldats pakistanais, ils sont en train d'être regroupés parce qu'ils souhaitent prendre à tout prix le fameux port d'Al-Hadid au Yémen pour pouvoir négocier en position de force. Donc la guerre n'est pas prête de s'arrêter demain. Y compris si on change de personnage à la tête. Non, voilà. Donc on se dirigerait vers un changement. Oui. Donc peut-être vers la fin de la guerre au Yémen. Oui. Et peut-être aussi, je pose la question à Mehdi d'abord, est-ce qu'on se rapprocherait plutôt à mettre fin à cette guerre stérile avec le Qatar? Mehdi. Il n'y a pas de guerre avec le Qatar. Oui, enfin, il n'y a pas de guerre, mais bon, c'est une tension quand même assez énorme. Oui, mais il n'y a pas de guerre. Ils en sont à l'idée de creuser quand même un canal entre eux mais et ça se fera pas. le Qatar. C'est arrêté. Comment? C'est arrêté, ça se fera pas, c'est terminé. Oui, normalement, ça devrait, c'est, de toute manière, le temps ne s'y prête plus. Oui. Concernant le Yémen, alors j'aurais pas l'expertise de Monsieur Mami, mais une chose est certaine, c'est que tous les conflits, lors des conflits, il faut toujours trouver une issue honorable à l'ensemble des participants. Surtout à l'agresseur. En l'occurrence, oui, surtout à l'agresseur, tout à fait, parce que la Saoudie et les Saouds ne peuvent pas se permettre de rester dans l'histoire
comme voilà les agresseurs d'un pays sans défense, d'un pays sans armée, d'un pays sans économie. Donc il va falloir trouver une solution diplomatique, il va falloir trouver des mécanismes de cessez-le-feu, il va falloir trouver aussi des alibis qui vont être acceptés par les uns et par les autres, des coupables, des boucs émissaires, afin de pouvoir justement sortir le Yémen de la crise dans laquelle il se trouve, et afin de permettre aux Saouds de pouvoir se retirer sans avoir à perdre la face. Oui. Parce qu'il faut pas non plus négliger le fait que si les Saouds ne peuvent pas se retirer du jour au lendemain, face à eux, ils ont quand même des régimes qui leur veulent du mal. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ils ont des régimes ennemis et ils ne peuvent pas se permettre de se retirer d'un conflit de la sorte. Donc là, j'attends d'avoir les éléments dans les mois qui vont suivre. Je rajouterais juste que si MBS tombe, s'il est remplacé, le motif est tout trouvé. Et on mettra tout sur le dos de MBS et on dira c'est la décision du ministre de la Défense saoudien qui à l'époque avait jugé et que le nouveau ministre de la Défense et le nouveau roi ou le nouveau prince héritier pensent qu'aujourd'hui il faut tourner la page. Alors Gilles Mattis, le ministre de la Défense américaine, ça serait une sortie honorable pour les El Saoud qui perdraient pas le face. Tarek, oui. Gilles Mattis, le ministre de la Défense américaine, aurait déclaré il y a 2-3 jours dans un think tank que la guerre au Yémen s'arrêterait d'ici 30 jours. Oui, non, mais parce qu'il fait pression sur son poulain. Il lui dit tu arrêtes. Donc, j'allais dire quand t'as un gamin de 4-5 ans, parce qu'à 17 ans on peut plus leur dire comme ça, et qu'il fait quelque chose dans le salon, tu lui dis t'arrêtes, il arrête. Et le MBS, c'est le gamin de 5 ans, enfin ça trompe. Donc on va lui dire tu arrêtes, il arrête, c'est tout. Méziane est avec nous, 01 40 33 9000. Salut Méziane, bonsoir. Oui, salam alaikum à tous. Bonjour. Bonjour Méziane. Voilà, bon, moi j'ai pris l'émission en cours, donc je crus comprendre qu'on parlait de problèmes au Yémen et d'Arabie Saoudite. Entre autres, oui. Oui, moi je pose la question à vous tous, monsieur Mami et Mehdi et Christophe. Pourquoi les pays arabes et musulmans gardent les ambassadeurs d'Arabie Saoudite chez eux? Est-ce qu'ils sont consentants ou est-ce qu'ils ont peur de quelque chose? J'allais dire, vous avez donné la moitié de la réponse dans votre question. En fait, il n'y a pas de pays arabe. Pour faire ça. Ah bah voilà. Donc il n'y a plus d'arabes, il n'y a que nous ici en France qui sommes des arabes. Oui, et les arabes d'Angleterre et les arabes des États-Unis. Voilà. En fait, il y a les arabes libres et les arabes pas libres. Pour le dire tel que je pense. Les arabes libres, ce sont les arabes qui peuvent encore dans quelques pays dire un peu ce qu'ils peuvent, mais sans toucher des fois au gouvernement. Au Maroc, par exemple, les gens sont libres à condition qu'on touche pas au roi. Oui, mais je crois que c'est pareil en Algérie. Non, mais voilà. Donc, je donne des exemples. Voilà. En Tunisie, c'est un peu différent parce que en Tunisie, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Ah, c'est encore plus embêtant. Voilà, il y a pas. Donc, on dit ce qu'on veut sur le président, sur le premier ministre, sur les Saouds. D'ailleurs, les Tunisiens aujourd'hui, depuis une quinzaine de jours, se sont rappelés tout d'un coup qu'ils avaient un joueur de foot qui s'appelle Aqid, qui a été assassiné en 79. On voyait donc dans un cercueil comme quoi il a été foudroyé par une foudre alors qu'il s'entraînait. L'entraîneur tunisien de l'époque a été obligé de dire oui, on était tous sur le stade, une foudre, il est mort. Et en 2015, donc après le départ de Ben Ali, après le départ de la Troïka, le cercueil... 2011, vous voulez dire départ Ben Ali. Non, mais départ Ben Ali, départ de la Troïka. Donc c'est pour ça que je parle de 2015. Donc en 2015, un juge aujourd'hui indépendant en Tunisie, indépendant avec une seule guillemets, pas de guillemets, a autorisé la sortie du corps du défunt. Et on a trouvé qu'il avait plutôt 4 balles dans la tête et 2 balles au niveau donc du bassin. Et donc l'Arabie Saoudite a toujours fonctionné comme ça. Et les Arabes ont peur de l'Arabie Saoudite pour son fric. Et pour ces entre-gens, surtout avec les Américains. Bourguiba, je termine si vous permettez. Oui. Je termine. Bourguiba avait dit en 63 aux Palestiniens, si les Arabes, on a les moyens de faire la guerre aux États-Unis, parce que à l'époque, en 63 déjà, Israël c'est les États-Unis, on y va. Si on peut pas faire la guerre aux États-Unis, on arrête et on discute. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, c'est les États-Unis. Ben alors, à ce moment-là, si la politique saoudienne est pro-israélienne et donc pour l'anéantissement des Palestiniens, c'est-à-dire que tous les pays arabes, d'une certaine manière, ils font de la gesticulation et dans la réalité, ils sont pour la politique sioniste. Non. Alors, non, on va faire des nuances. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'ils ne disent rien contre celui qui est le plus fort aujourd'hui qu'ils sont d'accord avec ce qu'il fait en totalité. Mais ils n'ont pas les moyens ou le courage d'aller s'attaquer à l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai des débats avec des amis religieux
laïques, athées, musulmans de culture. Même les athées disent on ne peut pas permettre que quelqu'un d'autre vienne occuper la Mecque et Médine. Donc on a une telle structuration mentale et la religion est tellement importante pour nous tous, même quand on la pratique pas, que il se trouve que les Saoudiens occupent ces deux territoires du prophète et tout le monde aime le prophète, même les athées, je répète, et tout le monde respecte le prophète, même les athées. Merci Méziane pour vos petites questions, pour en tout cas essayer d'avoir un quelconque éclaircissement donc concernant cette Arabie Saoudite donc qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, enfin plutôt depuis quelques semaines maintenant. On pense sur ces questions, mais pour moi les choses sont claires. On a peur de l'Arabie Saoudite, on a besoin de son argent, on a peur qu'elle fasse des alliances avec les Américains, avec d'autres pour attaquer nos pays, leur pays en tout cas pour ses chefs d'État, mais en même temps ils sont pas d'accord avec ce qu'elle fait. L'Arabie Saoudite, en fait, a réussi à mettre en place quelque chose qui est assez unique dans sa politique étrangère. C'est que d'un côté, elle a permis la diffusion de ses idées concernant l'islam, ce qu'on appelle le wahhabisme ou le salafisme ou d'autres courants également. Donc, elle a permis la diffusion par les écrits, par des conférences, par certains savants de cette obédience. D'un mauvais islam, à mon sens, ça m'engage. Comment ? D'un mauvais islam, d'une mauvaise lecture de l'islam, et ça m'engage. Ah bah voilà, exactement. Après, chacun est libre, voilà, de ses croyances et de sa manière, de sa vision de l'islam. Là-dessus, il y a aucun souci. Tant qu'on ne l'impose pas aux autres, c'est toujours le même problème. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, voilà, ils ont favorisé l'essor donc de ces idées, mais de l'autre, vis-à-vis des pays, des gouvernants des pays, ils ont toujours été très généreux avec les gouvernants en place, qui étaient parfois assez dur, mais voire même terrible, avec les mouvements religieux, avec des États qui sont pour le moins islamophobes, avec des gouvernements qui critiquent publiquement les musulmans. Là, on n'est même plus sur le wahhabisme, qui critique publiquement les musulmans. Donc, l'Arabie Saoudite a cette particularité qu'en fait, elle a réussi à créer des mouvements tout en finançant ceux qui les combattent. C'est exceptionnel. Ouais. Bon, et bien voilà, donc ce que l'on pouvait dire en tout cas, et on reparlera dans le zapping dans quelques minutes d'ailleurs de l'Arabie Saoudite, parce que la fiancée de Khashoggi est sortie de son silence et a fait quelques petites déclarations. On écoutera ça dans le zapping dans quelques minutes, et après le zapping, on file en Tunisie parce que c'est la consternation depuis ce lundi 29 octobre, depuis cet attentat suicide femme kamikaze en plein cœur, en pleine artère de Tunis, donc sur cette avenue Habib Bourguiba. Les Champs-Élysées tunisiens. C'est ça, devant le théâtre municipal de Tunis. Et c'est l'incompréhension générale jusqu'à la tête du pays, puisque le président Essebsi a eu cette déclaration un petit peu alarmiste quand même quelque part. On pensait être venu à bout du terrorisme, c'est ce qu'a dit et déclaré donc Essebsi depuis Berlin lundi dernier en réaction de cet attentat. On y revient évidemment. Oui, avec deux petites précisions de 5 secondes chacune. La déclaration de BJ a été faite à la descente de l'avion et il venait d'avoir l'information. Donc c'est vraiment c'est du spontané sur spontané. Et la deuxième, donc il y a un attentat aujourd'hui au Caire. Au Caire, 14 morts. On liera peut-être les deux attentats l'un avec l'autre. Ah oui? Oui. Ah, de quelle manière? On verra. Espère à suivre. Restez avec nous. Mehdi Chebaiki, notre cheminot Tarek Pami, avec nous sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, avec cette question du jour, donc en rapport aux déclarations de la ministre des Armées, Florence Parly, qui fait la tournée des médias en ce moment, qui a déclaré donc que les armes que la France vendait à l'Arabie Saoudite ne servaient pas au Yémen. Donc est-ce que vous croyez la ministre? Visiblement non, puisque vous êtes 96% à dire non sur Facebook. France Maghreb 2, vous continuez de voter aussi bien sur Facebook, donc France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Il y a une idée qui me vient. En fait, elle a dit ça. Ça émerge. Oui, elle a dit ça parce qu'on dit de l'armée la grande muette. Donc en étant muette, elle a sorti juste 2 mots pour dire n'importe quoi, mais bon, la muette ne donne jamais de chiffres. C'est vrai. Bon, allez, on passe au zapping avant de parler de la Tunisie, messieurs, dames, et avant de parler aussi du Brésil et de son nouveau président. Voici le zapping, jingle. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes
elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà, alors ce sont les grands moments qu'il ne fallait pas rater à la télé ainsi qu'à la radio, c'est le zapping. Donc on va commencer par Emmanuel Macron qui a, vous le savez, mis le cap sur la Normandie avant une semaine qui sera marquée par de nombreux déplacements, donc pour cause du célébration du centenaire bien sûr de la fin de la Première Guerre mondiale. Le chef de l'État et son épouse donc sont partis à Honfleur pour quelques jours. Super ville pour les auditeurs qui ne la connaissent pas. Ah oui, très faire bien. Un tour. Proche du Havre d'ailleurs. Oui, un bassin au milieu et tout est construit autour, c'est super. Et il s'est offert donc le président un bain de foule hier à l'occasion pour Macron pour rappeler devant les caméras que vacances n'est pas pour lui synonyme de démission. Écoutez cet échange hier. Je ne lâche rien, je suis simplement, comme tous nos concitoyens, attaché à l'équilibre de ma famille et aux habitudes que nous avons. Et ça fait plus de 20 ans que je viens dans ce même café et à Honfleur au 1er de l'an, et je continuerai à le faire. Donc j'étais là l'année dernière, j'étais là quand je faisais campagne, je continuerai à l'être, et je ne change pas. Mais comme je vous le dis, j'ai mes habitudes, j'ai les habitudes avec la famille, j'y tiens. Et donc ça fait plus de 20 ans que tous les 1er novembre je suis là et je continuerai. Merci monsieur. Voilà, le président de la République qui a dit que tout allait bien puisque les spéculations vont bon train depuis effectivement l'annonce du fait qu'il ait avancé le Conseil des ministres mardi pour s'offrir 5 jours de repos. On disait de lui qu'il était fatigué, dans un mauvais état de santé. Tout va bien visiblement puisque ce bain de foule a été pour rassurer tout le monde. Est-ce que là pour le coup, qu'on soit macroniste ou non d'ailleurs, les journalistes n'ont pas fait un peu trop sur cette petite semaine de repos, enfin mini-semaine? Christophe. Oui. Ils vont faire avec celui-là, ils feront avec le prochain. Aujourd'hui, l'info, c'est le buzz. L'info, c'est de dire ce qu'on pense, ou ce qu'on voit, ou ce qu'on devine, ou ce qu'on spécule. Donc moi, je prête même plus d'attention. Je peux vous dire que moi, homme de médias, je m'astreins des fois à ne pas regarder la télévision pendant des semaines et des semaines. Je me contente des dépêches, qui sont les vraies informations. C'est à partir des dépêches que tout le monde après déroule sur les télés et les radios et des différents contacts, parce que quand vous regardez aujourd'hui des émissions, je vais pas citer les 2 télévisions qui passent leur vie à faire soi-disant des plateaux d'échange, quand on a je respecte tout le monde, mais quand on a un minimum de cerveau et qu'on écoute le niveau des échanges entre les uns et les autres, on se demande qu'est-ce que les gens ont à faire qu'à regarder des émissions comme celle-là. Mehdi, ça t'a rassuré de savoir que le président va bien? Ouf, un ouf de soulagement là, vraiment, c'était l'info du jour. Je suis soulagé, je suis heureux. Vive le président. Voilà. On en a besoin. Ouais, voilà, oui, mais enfin, je sais même pas quoi. C'est même pas de l'info. Enfin, bon, j'ai compris ce que c'est de la nourriture. Ouais. Enfin, c'est de la nourriture. Comment dire, voilà, il y a des chaînes d'infos qui doivent faire marcher leurs équipes 24 heures sur 24. C'est dur de travailler 24 heures sur 24 avec de la matière restreinte. Et de travailler sérieusement et de donner des vraies infos pour ces spectateurs. Et on pourrait le faire. Ceci dit, le monde est grand, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde que 24 heures suffirait pas à raconter ce qui s'est passé dans le monde. Oui. Mais étant donné que ça demande de l'argent, des compétences et un minimum de talent, on préfère aller à Honfleur pour voir ce que fait monsieur Macron et son épouse. Oui. Le café, je le connais très bien, faut y aller aussi. Ah oui, non, mais il y a pas que le café là-bas qui est très bien. Ouais. Franchement, c'est une ville magnifique. Oui. Ouais, pour y être allé, c'est sympa. Voilà. Puis en plus, à côté, vous avez Deauville, Trouville. Enfin, c'est super bien. Beau quartier. Bel endroit de France. Dans le zapping, un accrochage, tiens, à vous signaler dans l'émission C'est à vous sur France 5 entre Patrick Cohen, le journaliste, et Ségolène Royal qui était l'invité. C'était mercredi soir. Wow. Personne ne peut contester le caractère misogyne de certaines attaques que vous avez subies. Vos concurrents de la primaire se sont mal comportés. Des journalistes se sont mal comportés. Je pense notamment à ce chroniqueur du Monde, Dominique Dombre, qui le premier vous a traité de bécassine en janvier 2007. Parenthèse. Ça n'était pas Laurent Geoffrin, vous vous trompez de cible dans votre livre, mais vous rappelez aussi à raison les réactions. Geoffrin n'était pas à Libération? Absolument, il était à Libération, pas au Monde. Et pas au Monde. Non, mais c'est Libération qui publiait la gauche bécassine. Entre les 2 tours de la présidentielle, c'est Libération. Laurent Geoffrin non, c'est pas Libération, c'est Laurent Geoffrin qui publie un livre qui s'appelle La gauche bécassine, mais qui ne parle pas de vous. Je l'ai refeuilleté tout à l'heure. Ça ne parle pas de vous. Ça n'est pas le sujet. Vous n'êtes pas le sujet de ce livre. Vous plaisantez. Non, je plaisante pas. J'ai vérifié tout à l'heure. Vous plaisantez. Solidarité entre hommes, mais
Solidarité entre hommes et entre journalistes. Et je peux vous dire que ce coup-là que j'ai reçu entre les 2 tours de l'élection présidentielle, il a été particulièrement violent. Et donc n'excusez pas un collègue journaliste qui a fait ça. Je n'excuse absolument pas Laurent Geoffrin. Et venant de la gauche, c'est pire. Je maintiens pour avoir eu ce livre tout à l'heure entre les mains. C'est dommage, je ne l'ai pas apporté. Je l'ai en termes numériques. Les gens ne lisent pas forcément les livres. Voilà, petit accrochage finalement entre Ségolène Royal et Patrick Cohen. De mémoire, je pense que c'est Cohen qui a raison pour le coup, mais bon. Il y a une émission, je sais pas sur quelle télé, je crois que c'est France 2, qui à la fin fait une espèce de check-up de l'émission, et le journaliste, oui, c'est France 2, et à la fin il dit oui, telle phrase a été dite, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est l'émission politique. Voilà, ça permet. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'elle a eu raison de dire ce qu'elle a dit. Elle a balancé, hein. Non, mais elle a balancé, elle a raison. Sur Hollande, sur tout le monde d'ailleurs. Parce que, dans ce pays, il y a que les Arabes et les musulmans qui sont machos. Alors que la France est l'un des pays les plus machos, y compris aujourd'hui, en termes de salaire. Quand vous avez une PDG et un PDG, ils sont pas payés pareil. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, elle a vidé son cœur, comme on dit à l'église. Et donc, elle a eu raison de sortir ce livre sur Hulot, sur Macron, sur tout truc. Bon, alors, et dans cette situation, il y a toujours le buzz, et donc, soit qu'elle a dit des phrases fausses sur quelqu'un et il l'attaque au tribunal pour diffamation, soit il laisse filer, même si c'est faux, soit qu'il l'a vraiment dit et elle a ça sur le cœur. Oui. Alors, Mehdi? On lui demande quand même au Parti Socialiste de bien vouloir, si elle l'accepte, prendre la tête de la liste socialiste pour les élections européennes. Hein. Oui, absolument. Elle n'a pas encore répondu, mais bon. Elle a dit que sa réponse serait connue pour décembre. Oui, mais on l'aime pas, mais on lui demande de venir. Ah oui, voilà. Mehdi, Ségolène Royal qui balance. Oui, enfin, c'est un peu facile, je trouve, de mettre sur le compte de la misogynie un échec politique patent. Qu'a apporté cette dame lorsqu'elle était ministre à la France? Quelles ont été ses réformes importantes? Est-ce qu'on s'en souviendra encore dans 10 ans? Quant à l'élection présidentielle, bon, les journalistes ont été durs avec elle. À l'époque, les journalistes étaient durs avec tout ce qui n'était pas Sarkozy, si je me souviens bien. Hein. Non, mais pire que ça, il y avait des réunions, cher Mehdi. Il y avait des réunions au Parti Socialiste pour voir comment torpiller Ségolène, parce qu'elle était une femme et parce qu'ils souhaitaient tous devenir président après Mitterrand et après donc une langue qu'il y avait le Fabius, il y avait Hollande, il y avait DSK. Tout le monde disait on ne veut pas d'une femme présidente, c'est trop tôt, les Français vont pas voter pour elle. Et il y a des réunions au PS sur ça. Et elle le sait et tout le monde le sait aujourd'hui. Moi, j'ai pas tout à fait cette lecture. Enfin, j'ai du mal à penser. Enfin, qu'il y ait des réactions misogynes, c'est certainement le cas. Je veux dire, ça existe. Il y a des hommes qui traitent encore les femmes comme des moins que rien parce qu'elles sont des femmes. Oui. Je dis pas le contraire. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement que je ne mettrai pas ses défaites et ses échecs sur le compte de la misogynie du Parti socialiste ou des Français. Pour moi, c'est-à-dire que, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une femme politique, elle connaît très bien le sérail et ça fait très longtemps qu'elle est dans ce milieu. Donc venir sans plaindre aujourd'hui après l'échec, elle devait s'y attendre, devait s'y préparer. Et c'était 2 femmes, mais le tweet contre elle par la compagne du président Hollande entre les 2 tours pour son élection, c'est quoi ça? C'est politique, donc on va enlever le côté misogynie ou pas. Donc dans son propre parti et la compagne de son mari, on fait tout pour qu'elle ne réussisse pas. Et il y a quand même une explication politique. Hamon a subi à peu près les mêmes choses, voire pire, puisque lui, carrément, sa candidature n'a même pas existé tellement le parti n'était pas derrière lui. Donc, je suis pas un anti Ségolène Royal de primaire, mais bon, je trouve qu'elle en fait quand même un peu beaucoup. Et on est misogyne à la SNCF ou pas? Est-ce qu'il y a des chauffeurs? Est-ce qu'il y a des chauffeurs de train? On a un jour le débat justement sur l'égalité des salaires, parce que finalement, c'est quand même un peu plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Il y a des disparités, mais dans des entreprises comme la SNCF où il y a des grilles de salaire. Donc, on parle encore aujourd'hui de gros écarts salariaux alors qu'il y a des grilles de salaire. Il y a des choses quand même qui feraient l'objet d'un débat assez intéressant, je pense. Oui, il y a des conductrices de train, beaucoup. Moi, j'ai vu une fois. Très peu. J'ai vu une fois. C'est pas un métier qui intéresse beaucoup. J'ai vu une fois du côté de Marseille, dans le TGV qui m'a mené à Marseille, à l'arrivée, qu'il y a une dame qui est descendue. Tout le monde l'a regardée d'ailleurs. On se demandait si elle était conductrice, co-conductrice ou technicienne, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle faisait dans le truc, mais ça a attiré les yeux.
Ouais, en tout cas, bon, il y en a quelques-unes, hein, ça se démocratise. Après, c'est des choix aussi. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire ce métier dans lequel oui, sachant que c'est pas trop. Enfin, quand on est conducteur de train, si tu me corriges si je me trompe, c'est pas trop ça va pas trop avec une vie de famille, j'allais dire saine, parce que c'est des heures pas possibles, c'est beaucoup de déplacements. C'est difficile, voilà, exactement. C'est assez difficile, notamment pour la petite enfance, hein, dans la petite enfance où là il y a vraiment de la présence parentale à avoir. Mais bon, je connais des gens qui, pour te dire, je connais un cheminot qui est marié avec une infirmière aussi, donc là c'est. Ah oui, bah là c'est très compliqué. Là, ouais, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Ouais. Bon, alors suite dans notre zapping, autre chose, l'ex-fiancé de Jamal Khashoggi sort de son silence. Je vous en parlais tout à l'heure. Comment on illustre ce reportage signé Euronews. Jamal Khashoggi était préoccupé à l'idée de se rendre au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre lorsqu'il a été assassiné. C'est ce qu'a dévoilé celle qui était censée l'épouser bientôt, Atis Cengiz, mais finalement le journaliste lui avait confié qu'il ne pensait pas que les autorités pourraient lever la main sur lui dans un pays étranger. Il avait donc décidé de s'y rendre pour obtenir des documents nécessaires au mariage. Aujourd'hui, celle qui était sa fiancée se sent responsable. Si j'avais su que quelque chose de ce genre allait se produire, j'aurais été d'accord pour ne pas me marier avec lui. Et je n'aurais jamais voulu qu'il entre dans le consulat, parce que j'ai une énorme responsabilité émotionnelle, une conscience émotionnelle. On connaît la suite, la pression internationale est montée, le président Trump a promis un châtiment sévère si la responsabilité des autorités saoudiennes est prouvée. Mais Atis Cengiz a décliné l'offre de Donald Trump de le rencontrer à la Maison Blanche, le trouvant insincère dans sa condamnation. Oui, Trump m'a invité aux États-Unis pendant les premiers jours de l'affaire, mais ses déclarations étaient trop brèves et contradictoires. Je l'ai perçu comme une volonté de gagner la sympathie de l'opinion publique. C'est comme cela que je l'ai compris. Kamuoyunun sempatisini kazanmak için söylenmiş bir cümle olarak algıladım ve öyle telakki ettim. Les autorités saoudiennes ont d'abord affirmé que Jamal Khashoggi était mort lors d'une rixe qui aurait éclaté au consulat à Istanbul. Les enquêteurs turcs qui recherchent encore son corps estiment qu'il a été torturé et démembré. Washington prévient de son côté que de nouvelles mesures de rétorsion vont être prises. Voilà pour donc la sortie donc de la fiancée de Jamal Khashoggi concernant ce jour où elle était présente d'ailleurs. Hein, elle l'attendait sur le trottoir d'en face du consulat. Trottoir, au café d'en face. Voilà, elle l'a attendu longtemps. Il avait même, je crois, dit si au bout d'une heure je suis pas là, tu préviens. Bon, je sais pas si elle l'a fait. Quoi qu'il en soit, donc elle l'a fait beaucoup plus tard. Elle l'a fait au bout de 3 heures. Voilà. En gros. Pour terminer ce zapping. Un documentaire qui est passé sur France 2 et qui nous alerte sur les dérives de la NSA. Comment témoigne donc cet extrait de documentaire, c'est hallucinant, écoutez. L'agence de renseignement américaine a accès à toutes les données personnelles des utilisateurs d'Internet, et ce, dans le monde entier. Tous ces documents décrivaient la mission de la NSA, son but, son projet qui tient dans une seule phrase, un peu comme une devise, prenez tout. Mais pour que la NSA récupère toutes ces données, il a bien fallu que quelqu'un lui en donne accès. Ce sont les géants du numérique, ceux-là même qui se sont engagés à protéger nos emails, nos documents personnels et notre activité sur les réseaux sociaux, qui auraient laissé au renseignement américain un libre accès à toutes ces données. C'est incroyable quand même parce que ce sont eux qui sont censés protéger l'identité de leurs clients, qui ont livré en toute tranquillité les informations des plus personnelles des milliers d'internautes quoi. Bah, c'est normal, les grosses boîtes de l'internet à l'international sont des boîtes américaines. Ouais. Bon, donc elle accède à ceux qui utilisent ces boîtes-là. Mais qu'elle aille accéder aux boîtes russes et surtout aux boîtes indiennes et chinoises, bah, quand vous allez en Chine, Christophe, vos Google et vos sites de recherche ne marchent pas. Et donc ils ont d'autres Internet plutôt en circuit fermé, avec une possibilité d'accéder à l'international, mais chez les Chinois, les Indiens et les Russes, c'est très difficile de recueillir les données personnelles. Or, s'ils recueillent les données personnelles des Occidentaux, la majorité d'entre eux n'ont rien à cacher. C'est chez leur adversaire qu'ils devraient faire le boulot, et ils n'arrivent pas à le faire chez l'adversaire. Donc, j'allais dire, c'est de l'espionnage à 2 balles.
L'espionnage à 2 balles, Mehdi? Honnêtement, alors là, j'ai vraiment aucune expertise sur ce genre de sujet. Je sais juste que je ne fais absolument aucune confiance ni aux opérateurs, ni à l'État, ni quoi que ce soit pour protéger ma vie privée. Alors faut essayer comme on peut de se protéger, de verrouiller un petit peu au vu de nos connaissances, mais il y a une telle technologie, il y a des tels accords qui sont signés que ça me paraît très compliqué aujourd'hui. Justement de protéger sa vie privée. Par contre, j'aimerais ajouter une chose. On parle souvent des États-Unis, voilà, la NSA et puis tous leurs services et leurs moyens qui sont mis à disposition. Mais en France aussi, hein, il y a un système qui s'appelle French Law, enfin qu'on surnomme French Law parce qu'il y a le système échelon américain d'écoute internationale, et il y a son petit frère français qui existe, enfin dont des journalistes ont prouvé l'existence. Et ce serait une des raisons aussi du silence de nos autorités nationales vis-à-vis de ces problématiques d'espionnage et d'écoute, c'est que visiblement tout le monde, enfin tous les pays développés feraient un peu la même chose. Ouais. Alors nos autorités les écoutent sans avoir les moyens d'écouter ceux qui les écoutent. Et on a su clairement et publiquement que par exemple les États-Unis écoutaient le téléphone du président Hollande pendant sa présidence, et même d'Angela Merkel qui a fait une protestation. Et d'ailleurs c'est dans le cadre de ces écoutes que, d'après les infos auxquelles j'ai pu accéder, que les Turcs, on peut suivre ce qui se passait à l'intérieur du consulat à travers ces moyens, parce que entre guillemets, et sous réserve que ce soit confirmé par les Turcs, il y aurait eu une vidéo streaming live en direct entre le consulat et un bureau donc dans le bureau de MBS qui n'était pas seul. D'après quelques informations, ils étaient 5 ou 6 dont les noms circulent sur Internet. Et donc c'est en diffusant le streaming live d'un échange bref entre MBS et Khashoggi qu'ils ont pu accéder à la vidéo et tout filmer. Et c'est comme ça que les Turcs auraient la vidéo qui a été envoyée aux États-Unis, donnée à Macron, au président Macron et à Madame Angela Merkel, et c'est comme ça qu'ils ont vu ce qui s'est passé entre torture et meurtre. Bon, alors, justement, tiens, petite transition, c'était pas prévu, je vous la pose la question. Trump qui vient pour les festivités, enfin les cérémonies, pardon, du 11 novembre à Paris, ça vous choque? Alors, je vous donne un scoop. Il sera pas le seul parce qu'il y a Poutine qui vient. Oui. Et il y a même le président tunisien qui vient. Oui. Je viens de l'apprendre hier. Ah bon? Ah bah donc quand c'est Trump avec les autres, c'est noyé. C'est-à-dire c'est important quand un seul vient et on demande l'explication pourquoi celui-là. Mais quand il y a lui plus Poutine, plus BJ, plus certainement d'autres, on dira que la France rend hommage à la fin de la Première Guerre mondiale. Ça vous choque pas que Trump vienne à Paris? Ben c'est pas la première, il est déjà venu au 14 juillet. Il est venu au 14 juillet. Pourquoi ce serait choquant en fait? Non, il est président de son pays. La France a des relations diplomatiques. On invite Macron à aller là-bas, on l'invite à venir. Donc... Non, mais pourquoi ça serait choquant? Parce qu'il y a pas mal de collectifs qui ont appelé à manifester pour dénoncer la venue de Trump. Alors moi j'ai un coup de gueule contre ces collectifs. Permettez, Mehdi. Les gens ne votent pas. Les gens passent leur vie à parler. Et une fois que le mec d'extrême droite arrive parce que ses supporters à lui ont voté, on vient s'opposer. C'est-à-dire, nous avons tous aujourd'hui en Occident un bulletin qui est la seule arme démocratique que nous avons. Alors commencez par voter. Et moi des fois, ici à la radio au mois de décembre, vous le constaterez, pas cette année parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élections, mais les années où il y a une élection, cher Mehdi, quand un auditeur appelle pour parler politique, la première question que je lui pose, est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales? Il dit non, je dis monsieur, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Commencez par être citoyen et après vous pouvez exiger des choses. Non mais voilà exactement, au nom de quoi on inviterait le président d'un pays, en plus un pays pour le coup carrément. Dans tous les pays démocratiques, les États-Unis sont quand même une démocratie à la pointe, malgré tous les défauts que peut avoir la démocratie par ailleurs. Mais là, il a été élu par des gens, et là, les États-Unis sont reconnus par les autorités françaises. C'est un pays allié. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un autre problème. Mais comme le disait Monsieur Tarek, il faut aller voter si on n'est pas content. Défiler dans la rue pour empêcher le président américain de venir à Paris. Ça peut être un exutoire personnel, ça peut être pour faire un peu de mousse, un peu de buzz pour les réseaux sociaux, peut-être pour réveiller certaines consciences, mais bon sang, c'est pas là que se joue la politique internationale française, ce sera pas entre Bastille et Nation ou lors des cortèges de manifestations publiques. Dans un instant, on file en Tunisie parce que effectivement depuis 2015, il n'y avait pas eu d'attentat dans la capitale, et le 29 octobre dernier, lundi dernier, une femme âgée de 29 ans
s'est fait exploser, une femme kamikaze, ce qui a mis la Tunisie dans une certaine inquiétude jusqu'au plus haut sommet de l'État, et pour cause d'ailleurs. On en reparle dans un instant avec vous sur France Maghreb 2, en nous appelant au 01 40 33 9000 pour intervenir. La Tunisie qui doit encore faire face à ce terrorisme, comme on en a eu la preuve donc lundi dernier. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Tarek Mami, Mehdi Chebaïki sont là aujourd'hui avec vous sur France Maghreb 2 jusque 18h évidemment, et direction donc la Tunisie. C'était lundi dernier en début d'après-midi sur l'avenue Habib Bourguiba, qui est l'artère centrale de Tunis, hein. C'est le cœur central de Tunis, effectivement, qu'on peut comparer aux Champs-Élysées à Paris. Quand on va à Tunis, forcément on passe par l'avenue Bourguiba. C'est le passage obligé, j'ai envie de dire. Devant le théâtre municipal de Tunis, une femme s'est faite exploser. Le bilan est donc, il y a eu que des blessés visiblement, mais des blessés graves. Beaucoup d'hommes de sécurité qui ont été touchés. Donc cette femme kamikaze, est-ce que là, Tarek Mami, on a franchi un symbole quand même? Oui. Ce qui est étrange, c'est que les Tunisiens ont eu l'impression d'avoir éradiqué le terrorisme, non pas tant dans sa forme violente comme celle-là, mais dans la tête des gens. Et que donc le terrorisme en Tunisie, pour les Tunisiens, se cantonne dans les montagnes qui séparent la Tunisie et l'Algérie, et les militaires font ce qu'ils ont à faire pour le contenir, pour qu'ils rentrent pas dans le terrain. Et cette opération montre que dans les têtes, le terrorisme, ce qu'on appelle le djihadisme, n'est pas complètement nettoyé. Et quand vous voyez une dame qui vient d'un village où il y a quelques familles, c'est un tout petit village, mais qui a fait des études à Tunis ou à Sfax, qui a un bac plus 4 ou plus 5 en langue anglaise. Diplômé, quoi. Diplômé. Donc, les femmes en Tunisie qui ont cet âge et ce diplôme ont quand même d'autres aspirations. C'est créer une société, c'est devenir PDG, c'est voyager. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne comme cette dame tombe dans ce piège? Alors, tous les reporters tunisiens ont été voir le village, il n'y a aucun signe extérieur d'endurcissement. Elle porte un foulard ou un voile sur la tête, oui, ok, mais ça s'arrête là. Et donc, le travail, effectivement, et ce que disait Mehdi pour la France, ce que vous dites, cher Christophe, sur les Américains, sur les différents organismes, NCIS et autres, il y a peut-être pas ça en Tunisie. Ça, c'est la première question. Donc, on ne contrôle pas assez, et c'est un démocrate qui le dit, par des termes, par des choses, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'elle a été manipulée par ce côté-là? Et surtout, c'est que dans le discours, une partie de la population, aujourd'hui, et je l'ai écrit, moi, quand c'est arrivé, à la fois fataliste, conservateur en termes religieux, et qui ne comprend pas que cette fille fasse cette opération. Et donc, vous avez une société tunisienne aujourd'hui complètement déstabilisée, qui a perdu tous ses repères. Sous la dictature, les règles du jeu étaient claires. Depuis la liberté arrivée en Tunisie d'expression plus la Troïka, vous avez des Tunisiens de Tunisie comme dit l'autre qui se déversent sur les réseaux sociaux pour dire que la femme qui ne porte pas le voile n'est pas une bonne musulmane, que celui qui fait pas le ramadan il est je sais pas quoi, que celui-là est un kafir. Et donc vous avez cette ambiance. Gramsci dit une très belle phrase que j'aime bien répéter. Gramsci dit quand il y a un changement entre deux mondes, il dit l'ancien monde n'est pas mort, n'est pas tout à fait mort, le nouveau monde n'est pas tout à fait né, et entre les deux surgissent les monstres. Et la Tunisie aujourd'hui est dans cette situation. Elle n'a pas complètement enterré ce qui s'est passé en Tunisie avant 2011, et elle n'a pas accédé à ce qu'on peut considérer comme une démocratie d'aujourd'hui. Et c'est ça qui explique j'aime pas le mot qui explique parce que je me rappelle la phrase de Valls qui dit expliquer c'est comprendre, c'est accepter. Non, mais c'est ça qui peut être l'argument à travers lequel on essaye de savoir pourquoi une dame bac plus 5 va se faire exploser, qui lui a donné le sac, et c'est ça qui est important pour la police tunisienne. Quant à la réaction du président tunisien, je pense qu'il a été pris de court, il est dans l'avion et partait. Je vais juste rappeler la phrase peut-être. Oui, allez-y, nous pensions avoir éliminé le terrorisme, mais la vérité c'est que j'espère que le terrorisme n'aura pas raison de nous
C'est ce qu'a déclaré donc à Berlin. Alors en fait, l'attentat a eu lieu à 13h50, 14h, et Sebsi donc partait à Berlin pour une réunion sur l'investissement en Tunisie dans le pays africain. Et quand il arrive, les journalistes qui étaient avec lui, dans l'avion, manifestement, il n'y a pas de communication. Et dès qu'ils descendent, ils ont l'information et il lâche cette phrase qui est à la fois malheureuse, parce qu'un président de la République doit donner la ligne sur laquelle son pays doit s'organiser. Il aurait dû dire « je viens d'apprendre que », mais la Tunisie aujourd'hui est assez forte pour ne pas avoir peur de ces terroristes qui vont les écraser. Mais le fait qu'il dit et qu'il a peur que la Tunisie soit exterminée en quelque sorte, c'est dur. Et la deuxième chose, avant que Mehdi n'intervienne, c'est qu'à Berlin, le président tunisien a passé 2 ou 3 jours, y compris avec El-Sisi. Et ils ont beaucoup discuté ensemble. Et donc, moi, je me demande si l'attentat d'aujourd'hui du Caire n'est pas une espèce de réponse, même si l'attentat de Tunisie n'a pas été revendiqué, c'est pas une espèce de redondance, une réponse à l'attentat de Tunis, puisque les 2 dictateurs, en tout cas pour les 2 koufars, pour beaucoup de gens dans les sphères salafistes et djihadistes, que sont El-Sisi et Béji, ont été peut-être ensemble. pas les mêmes, peut-être pas les comparer quand même. Non, mais les mêmes... chez les salafistes, c'est pareil, hein. Ouais, enfin, Sisi, vous avez un vrai dictateur, oui, pour le coup. Oui. Bon, voilà. Et donc, alors juste une chose, pardon, excusez-moi, mais je vous en prie. Concernant les salafistes, Sisi est très bien vu parmi les salafistes. D'ailleurs, ils ont participé à son élection. Le parti An-Nour en Égypte est un fervent supporter du maréchal Al-Sisi. Hein. Cher Mehdi, vous mettrez un S majuscule à salafiste. Et après, on discute. C'est-à-dire que le drame que nous avons aujourd'hui, c'est que les salafistes sont de 10, 15, 20 façons de faire. Et il n'y a pas de voilà, tout à fait, d'accord, ok. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je mets le S majuscule à la fin de salafiste. Parce que vous avez les salafistes dans le sens primaire du mot dans la langue arabe, qui disent qu'il faut, qui est salafi, qui était noble. Jusqu'à ce que la violence rentre. Un retour à la noblesse. C'est pas un retour, c'est pire que ça. On essaye de bien. Le prophète était un exemple. De bien comprendre. Voilà. De bien comprendre. Essayons de vivre comme le prophète vivait. Mais c'était de la bonne foi. Bon, alors Mehdi, première réaction. Donc quelques jours après cet attentat terroriste, cette femme kamikaze qui se fait exploser en plein centre de Tunis. Alors, au-delà du drame, déjà, du drame d'un attentat, hein, quel qu'il soit et quelles que soient les personnes visées, j'aimerais quand même dire que malgré tout, la Tunisie va relativement bien. Je m'explique. On est là dans un pays qui a quand même vu s'écrouler un régime autoritaire, une dictature, hein, clairement, qui tenait tous les leviers de pouvoir, grosso modo, et ce régime s'est effondré. Il y a eu un vide politique, il y a eu un vide de l'autorité. À côté de la Tunisie, il y avait la Libye, un pays en guerre quand même, et en guerre, déjà en guerre civile, un pays qui est aussi un passage du trafic d'armes, un pays dont on sait aujourd'hui qu'il est aussi une plaque tournante du terrorisme, et qui est le voisin immédiat de la Tunisie. Et malgré cela, et malgré les attentats qu'il y a pu avoir en Tunisie, on peut quand même être un peu optimiste pour ce pays et se dire que finalement, malgré tout, alors je vais pas dire que tout va bien en Tunisie, les prix ont augmenté, il y a un chômage, il y a de la corruption, il y a beaucoup de choses, mais malgré tout, la situation sécuritaire dans l'environnement actuel, elle est quand même relativement maîtrisée, et ça, faut le souligner, malgré des attentats qui peuvent arriver de temps en temps, des personnes, des cellules qui peuvent être activées par les uns ou par les autres, et c'est ce que disait Monsieur Mami tout à l'heure, c'est qu'il y a certainement des implications dont nous n'avons pas nous n'avons pas connaissance. Par ailleurs, j'aimerais ajouter une chose. Concernant la petite phrase de du président tunisien, Monsieur Sebsi, faut savoir que, alors je suis pas du tout un spécialiste de la politique intérieure tunisienne, hein, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une lutte acharnée entre Nida Tounes et Nahda. Depuis à peu près un mois. Voilà, exactement. Or, Monsieur Sebsi aimerait bien se débarrasser une bonne fois pour toutes de l'influence politique de Nahda. Ils ont été alliés par le passé, enfin bref, c'est les aléas de la politique, mais il aimerait bien se débarrasser de l'influence politique de Nahda en essayant de les corrélé à, vous savez, comme il y avait eu on essaie de faire coller Nahda avec les meurtres de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi.
des opposants de l'époque. Et donc, il y a quand même dans cette parole de Monsieur Sepsi un discours pour la politique interne, une tentative, c'est comme ça que je le vois, de déstabilisation du camp adverse. Voilà, je pense. Il y a eu cette phrase, pardon Tarek, il y a eu cette phrase la veille de l'attentat de Ranouchi, qui dit il y a certains partis politiques en Tunisie qui veulent faire de ce pays un bain de sang. Non mais il y a deux choses. La veille, hein. Oui. D'abord, aujourd'hui, il y a une très grosse enquête freinée en Tunisie par le ministère de l'Intérieur. Et un juge vient de faire un coup d'éclat avant-hier sur les assassinats de deux personnes que vous avez citées, donc Chokri Belaïd et le député Brahmi. On me dit, j'étais à Tunis pendant quelques jours, on me dit qu'en fait, on a découvert dans une maison qui était louée par un membre qu'on colle à la Nahda, je ne sais pas s'il était membre ou pas, où on a trouvé plein de documents qui prouvent l'existence de ce qu'on appelle en Tunisie aujourd'hui, clairement, dans la presse, chez les politiques et dans tous les débats, le réseau secret d'un Nahda sécuritaire. Et c'est ce réseau donc qui avait des numéros de téléphone de plusieurs de plusieurs personnes soupçonnées. Et aujourd'hui, il y a le parquet de Tunis a désigné un juge pour faire une instruction, et le juge vient de rendre le dossier pour dire que ce genre de dossier ne ressort pas d'un travail d'un juge, mais du travail de parquet. Et aujourd'hui, tout le monde parle dans la rue, à tort ou à raison, que les tueurs de ces deux personnes sont commandés pas par Nahda, comme on dit en Corse, direct, comme on dit en Corse, machin canal historique, mais que c'est dans la mouvance du Nahda et de son discours que ordre a été donné et ces deux personnes ont été donc tuées, et surtout que plein de documents ont été dérobés de différents ministères par des membres avérés de Nahda. Et aujourd'hui, il y a une vraie bataille entre les deux chirs, comme on les appelle à Tunis. Je rappelle juste pour les auditeurs de France Maghreb 2 et pour ceux qui ne connaissent pas, qu'en fait, le premier deal qui a été passé par les deux chirs, donc Beji et Ranouchi, à Paris pour faire une alliance, c'était sur la corruption. Parce que Ranouchi et les siens voulaient éradiquer tous ceux qui ont travaillé sous Ben Ali ou dans le parti de Stour, c'est-à-dire la totalité des cadres de la Tunisie, au prétexte qu'ils étaient dans la corruption. Or, il a été constaté que l'argent encaissé par les membres de Nahda en 3 ans, c'est simple, on me dit qu'on était à 6 milliards de dollars de salaire en Tunisie pour les fonctionnaires publics. Aujourd'hui, on est passé à 151 milliards, et la différence, ce sont les nouveaux salariés rentrés dans la fonction publique, membres de Nahda. Et donc, ils ont passé un deal. Tu cherches pas mes corrompus, je cherche pas le tien, et c'est comme ça qu'ils ont tenu 4 ans. Ouais. Aujourd'hui, on est à 1 an de la campagne électorale, et je pense que les carottes sont cuites pour l'un et pour l'autre. Espérons que la Tunisie s'en sorte, parce que... Vous partagez l'optimisme de Mehdi? Vous qui avez été à Tunis, là, il y a pas longtemps. Oui, dans l'absolu, oui. Ce qui sauve la Tunisie aujourd'hui, c'est par exemple ce qui s'est passé dans un petit village du côté de la frontière libyenne, où des terroristes sont rentrés, ont occupé la ville pendant quelques heures. Et c'est la population qui a été chercher, les militaires et les policiers, y compris en enfermant quelques-uns pour leur dire vous avez l'air d'être fatigué, on va vous chercher à manger, dormez, reposez-vous. Et ils se sont cassés, ils ont envoyé la police. Donc, si vous voulez, il y a l'expression en langue arabe qui est très connue en Syrie et en Algérie, c'est al-hadina, c'est-à-dire c'est l'environnement qui protège les terroristes. En Tunisie, cet environnement aujourd'hui n'existe pas. Alors, on accueille, si vous le voulez bien, messieurs, Sofiane Lakhdari qui est avec nous. Salut Sofiane. Salut Christophe, salut Tarek, salut tout le monde. Et on accueille aussi Karim qui est avec nous, qu'on va écouter. Karim de Puteaux. Bonsoir Karim. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Monsieur Mani, bonsoir Mehdi. Bonsoir cher Karim. Bonsoir à tous. Vous apprécie tous. Bon, alors Karim, la Tunisie, parce qu'on en parle, est-ce que cet attentat qui est survenu donc lundi dernier, comment vous le voyez vous, Karim? Moi, je voudrais revenir un peu d'ordre général. Depuis tout à l'heure, je vous entends parler effectivement sur les différents problèmes, Arabie Saoudite, etc. Tout à l'heure, Monsieur Mani, qui est un spécialiste de la Tunisie, et j'entends très souvent, je suis souvent d'accord avec lui, il parlait d'un régime qui était une coquille vide en ce moment. Moi, je suis pas trop d'accord avec lui. Je partage plutôt tout ce qu'a pu dire Mehdi là-dessus. Déjà, je donne mon soutien au peuple tunisien. Oui. Par rapport au drame qui s'est passé, et je voudrais dire que tout ce qu'il a pu énumérer depuis tout à l'heure, c'est assez sophistiqué pour un pays qui est une coquille vide, un président qui parle avec El Sisi à l'heure où on parle, etc. Donc non, moi je suis plutôt optimiste. Et quand on parlait qu'il n'y avait pas tout à l'heure, il y a quelques minutes, on disait qu'il n'y avait pas de pays arabe. Oui,
il n'y a pas de pilote. Aujourd'hui, vous soulignez qu'il n'y avait pas de pilote dans le gouvernement tunisien, mais quels sont les autres pilotes alors? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un pilote, justement, en Tunisie, et que... Lequel? Comment il s'appelle-t-il? Lequel? Bah, en général, on sait très bien que dans ces pays-là, on n'a pas, c'est pas un homme qui fait le pouvoir. Non, mais c'est pour ça que je dis lequel. J'ai pas dit comment il s'appelle, mais j'ai dit lequel. Oui. Qu'est-ce qui tient le Tunisien aujourd'hui? Moi, très honnêtement, je suis pas un spécialiste comme vous, Monsieur Mani. Oui, je vous en prie. Mais ce que je vois, c'est que moi, quand je me déplace en Tunisie, je mange pas moins bien qu'ailleurs. Oui. Que c'est un pays qui reste relativement organisé. Oui. Et que des pays voisins qui sont des pseudo puissances régionales sont pas mieux. Oui. Donc aujourd'hui, voilà. Mais ça me dit pas. C'est dans ce sens-là que je dis que. Aujourd'hui, si vous permettez, pour moi, oui. La Tunisie est tenue réellement par la société civile. Oui. Et par une partie de l'administration. Oui, ce qui est fort. Oui, non, voilà. Et pour la majorité des Tunisiens qui le disent sur un ton goguenard et comment dire, et humoristique, ils disent heureusement que la Tunisie a des aoulias, c'est-à-dire des saints, et c'est les saints de la Tunisie qui la protègent contre toutes ces saloperies. Voilà ce que disent les Tunisiens d'eux-mêmes. Mais il y a une société civile très forte. Et il y a une administration qui tourne malgré la corruption. Exactement. Et dans une corruption qui est corrélée, qu'on peut retrouver dans tous les pays arabes. Dans tous les pays arabes, quand on dit qu'il n'y a pas... J'irai même plus loin. Tout à l'heure, on parlait d'arabes en Occident. Parce que c'est plus ou moins ce qu'on disait. Les arabes en Angleterre, les arabes en France. Donc vous, moi, et tout à fait. Tout le monde. Et d'autres qui partagent nos idées. Il n'y en a pas non plus. Tout à l'heure, on parlait de Ségolène Royal en disant que le machisme était souvent associé aux musulmans. Donc voilà, on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, moi je vous dis que dans tout ce que on a pu analyser tout à l'heure, pour moi, la Tunisie, il y a une force vive qui manque dans d'autres pays arabes. Voilà. Donc, merci Karim. C'est tout ce que je voulais souligner. Eh ben c'est dit, c'est souligné. Vraiment très souvent et je vous adore. Non mais on partage la société civile tunisienne. Je vais raconter, Mehdi, si vous permettez, je vous raconte. Attends, Tarek, s'il te plaît. 2 minutes, je balance juste 2 petites informations parce que je suis obligé de reprendre le boulot. Ça me dérange pas. Allez-y. Vas-y, Sofiane. Voilà, juste 2 informations. Moi, je partage pas l'optimisme qu'il y a en Tunisie. Malgré que vous analysez en profondeur les pouvoirs et les contre-pouvoirs, je suis absolument pas optimiste parce que s'il y a une décision des ennemis de la Tunisie de la déstabiliser, ils auront pas mal d'éléments afin de la déstabiliser. Ça fait 8 ans que le Qatar a inversé l'argent pour faire ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent et les Émirats aussi. Vous savez, la tentative, soi-disant, du coup d'État du ministre de l'Intérieur, donc il y en a eu des tentatives. Mais s'il y a une décision plus forte, moi je pense aux 5000 ou 6000 Tunisiens qui sont partis en Syrie, on n'a pas d'informations aujourd'hui sur leur retour, où ils sont, comment ils sont, de la Libye qui est complètement Somaliland, donc n'importe qui peut venir et peut déstabiliser la Tunisie à partir de cela. Économiquement, il suffit de 2-3 grands attentats, l'économie tunisienne elle est asphyxiée. C'est pour dire que moi personnellement, je vois que la Tunisie, avec ses attentats, mini-attentats, on essaie de la garder vraiment pour ne pas déranger en vérité au suivisme que sont en train de faire les pays arabes envers Israël. Moi, je vois le côté de cet angle-là. Après, au niveau interne, peut-être il y a des manœuvres de Nida Tounes ou de Ranouchi avec Al-Nahda, mais je pense que la décision de déstabilisation de la Tunisie ne viendra pas de l'intérieur, mais viendra de l'extérieur. Et s'il y a une décision, c'est sûr. Mais après, moi, je voulais juste parler de la semaine qui est passée. Oui, les 2 informations que vous avez, cher Sofiane. Oui. Non, juste, voilà, pour ce qui se passe, moi j'ai vu la semaine dernière de la visite de Netanyahou au Sultanat d'Oman, qui a surpris plus d'une personne. Vous avez une équipe de gymnastique qui était au Qatar. Vous avez une équipe de judo qui a l'hymne national israélien qui a été entendu à Abu Dhabi. Vous avez la ministre, la raciste, le ministre du sport, Regev, qui a pleuré en entendant le hymne national israélien pour la première fois à Abu Dhabi. Voilà, visité après la mosquée de Ben Zaid. On voit un rapprochement de plus en plus intense entre Israël et les pays du Golfe. Quand vous dites qu'il n'y a pas de pays arabes, il y a des pays arabes traîtres aujourd'hui qui sont à la manœuvre et qui essayent de faire passer un deal entre Israël et la fin de la cause palestinienne. La question, moi je pense, à mon sens, il vaut mieux voir tout ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui avec la manœuvre de Netanyahou et de la soumission
des pays du Golfe qui sont en train de soumettre tout pays qui va résister à ce deal qui est en train de se mettre en place. L'attentat de l'Égypte, moi je le vois dans ce sens, parce que aujourd'hui on sait que dans le grand deal pour sauver la tête de MBS, il y a la libération de Morsi et des frères musulmans à leur tête Mehdi Akif. Et l'Égypte a refusé, et il y a des attentats, et on va risquer de voir plusieurs attentats prochainement en Égypte. Voilà, moi c'est ce que j'ai à dire. Merci Sofiane. Salam alaikum. Merci, salam alaikum, merci. Oui, Karim. Oui, je voulais simplement souligner, donc ça c'est un point de vue, mais très souvent on parle d'interventionnisme. On parle de suprématie des Occidentaux dans nos pays. Moi je pense que il y a un mot qu'on emploie très fréquemment pour différents pays en voie de développement, on va dire, entre guillemets, les clans. Moi, je pense qu'il peut y avoir une grosse influence interne dans ces pays-là. Parce qu'on parle toujours d'interventionnisme, on parle toujours de pays arabes. On parlait d'un pays arabe tout à l'heure, l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, elle a de quoi parler? Là, je partage pas du tout le gouvernement, les idées du gouvernement saoudien, mais c'est quoi? C'est 11 barils sur 100 qui sont saoudiens. C'est une puissance énergétique. Aujourd'hui, tous les pays arabes rassemblés ne l'ont pas. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite a son droit. C'est quoi ses 5 premiers clients, l'Arabie Saoudite? C'est les 5 pays qui ont un veto à l'ONU. Donc forcément, il y a une puissance derrière. Aujourd'hui, nos propres pays à nous ne sont pas puissants. Et je corrèle ça aux Français d'origine maghrébine comme moi en France. On n'est pas puissant, et je vote, monsieur Mani, je vote. Mais voilà. Donc vous voyez, il y a ce phénomène. Nous aurons les élections européennes à voter cette année, hein. Oui, voilà. Mais voilà. Donc l'interventionnisme, moi je veux bien, on en a vu à travers l'histoire, etc. On en a vu prouvé, certifié. Mais pourquoi toujours se référer à des puissances étrangères et ne pas, comme l'a souligné tout à l'heure Mani, parler aussi de clans, de pouvoir. Voilà, on a quand même des gens au gouvernement depuis un demi-siècle, voire un siècle, qui se battent pour être sur le trône. Bah oui. Donc voilà. Merci Karim. Alors sur le fait que Sofiane dise oui, bon, la Tunisie peut être déstabilisée de l'extérieur, c'est ce qu'il croit lui, en tout cas. Non mais tous les possible. pays. Moi, Christophe, un jour j'ai dit à un ministre en France qui me parlait de la Syrie, de la fragilité. J'ai dit monsieur le ministre, je vais vous le dire cash. La France, elle a combien de frontières? Tac, 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 tac. Imaginez que par chaque frontière, il y a 150 salopards qui rentrent avec des armes. Que va faire l'armée française? Il faut combien de temps pour éradiquer tout ça? Donc, c'est trop facile de dire. La Tunisie a aujourd'hui un tissu de société civile qui résiste. Et donc, les tentatives, on sait très bien, le Qatar en 2011 a versé tellement d'argent pour que Narda gagne d'argent, tout le monde le reconnaît. Derrière, il y a eu les Émirats qui sont venus faire, il y a 2 ans, une bataille contre les Qataris en Tunisie. Et la société tunisienne, elle est là. La chance de la société tunisienne, et je le dis tel que je le pense, c'est que il y a eu l'éducation et la position des femmes que Bourguiba a installée. Vous me direz que la position des femmes et les études et les diplômes en Syrie, c'était presque pareil. Mais aujourd'hui, la Tunisie a à sa frontière un grand pays qui s'appelle l'Algérie, qui lui n'a pas besoin ou ne peut pas laisser aussi la Tunisie être déstabilisée, parce que Tunisie déstabilisée, c'est aussi l'Algérie. Donc à chaque pays, il y a un contexte. Et puis il y a un deal aujourd'hui, y compris entre les djihadistes en Libye, qui ont chopé quand même 2 journalistes tunisiens depuis 3 ans, dont on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants, à qui il faut toujours avoir une pensée. La bataille se passe à l'intérieur parce qu'ils ont testé de rentrer en Tunisie 2 ou 3 fois et que la population, ce que je disais tout à l'heure, le mot en arabe, al-hadina, la population ne les a pas accueillis. Donc, une fois que vous avez cette situation de la Tunisie, la Tunisie est en meilleure position aujourd'hui. Pas économique, mais en tout cas sociétal et politique que l'Égypte. En Tunisie, aujourd'hui, il n'y a pas de dictateur, et il me semble difficile pour qu'il y ait un dictateur qui mette la main sur ce pays, tellement c'est parti dans tous les sens. Donc c'est pour ça que peut-être Mehdi et moi, on est plutôt optimistes de ce côté-là. Économiquement, c'est très difficile, et justement, les attentats de 2015, au Palais des Bardo et à Sousse, étaient faits pour casser l'économie tunisienne, qui, à tort à mon sens, repose sur le tourisme. Et ça a plus ou moins réussi d'ailleurs. Oui. Parce qu'ils ont mis 2 ans avant de revenir à un chiffre correct de nombre de tourisme en 2017. Mais dis un petit mot avant qu'on passe à autre chose.
Le bonheur pour les Tunisiens, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et pour tous les... Pour toute l'humanité. Pour tous, voilà, pour tous les Maghrébins, les Arabes, les musulmans, et ceux qui sont pas comme nous également. Voilà, et toute l'humanité, parce que le bonheur, si on pouvait se le partager un petit peu entre les êtres humains normaux. Là, c'est pour tout le monde. Voilà. Bon, on va filer à Marseille, les amis, parce qu'apparemment, il y a un truc qui se passe dimanche. Sonia veut dénoncer le truc. On va l'écouter, hein. C'est organisé par le CRIF, apparemment. Sonia, bonsoir. Ouais. Bonsoir, salam tout le monde. Merci de me recevoir. Je voulais juste dénoncer quelque chose qui me met hors de moi. Comme l'année dernière, il y a le CRIF qui organise un tournoi de fraternité et avec la participation de nombreuses associations dites culturelles et culturelles, des associations de quartier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le CRIF à Marseille, il y a même pas un mois, ils ont invité Meyer Habib. Ils ont pris des positions vraiment très graves pour Salah Amouri, pour le reportage qu'il y a eu sur Gaza sur France 2. Et là, ils sont en train de nous jouer la carte de la fraternité, de l'amour, faut pas confondre, il faut combattre l'antisionisme, vous voyez tout ça. Et avec la participation d'associations, je vais pas les citer, mais bon, j'aimerais bien. Vous pouvez y aller, hein. Non, on peut y aller, hein, y a pas de problème. Attendez, nous, on vérifie derrière les informations qui sont données, mais oui, alors, pour vérifier, c'est très simple. Ouais. Vous allez sur la page du CRIF Marseille-Provence, et ils sont toutes notées. D'accord. Noté. Alors il y a un imam, mais je sais pas encore c'est lequel. Alors on a Moussa Maskri, on a alors attendez, le patrimoine culturel algérien, on a l'association Synergie Prévalon, on a Fama Popaka et plein d'autres. Bon, il y aura des élus, ça comme chaque année, mais vraiment c'est pour dire il y en a marre d'être pris pour des cons, quoi. Alors, pour moi, à France Maghreb 2, nous, notre ligne politique, elle est claire. Qui est responsable de ça? C'est lui qui organise et il a raison d'organiser, ou c'est lui qui n'organise pas et qui passe sa vie à critiquer ceux qui organisent? Voilà la question fondamentale qu'on pose sur France Maghreb 2. Qu'est-ce qui empêche les autres associations Mais nous, sur Marseille, on fait plein de choses pour la Palestine. C'est même pas ça le problème. Que le CRIF, il fasse des choses. À la rigueur, ils sont dans leur rôle. Oui, voilà. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ces associations de quartier, c'est ces associations culturelles, soi-disant, qui représentent les musulmans de Marseille, qui sont subventionnés par qui, s'il vous plaît? Par le conseil, alors attendez, parce qu'il y a tout, c'est magnifique avec le CRIF, parce qu'il y a tout noté. Alors, il y a la DILCRA, le département des Bouches-du-Rhône, la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, la ville de Marseille, etc., etc. Non, mais ceux-là, mais excusez-moi, Mehdi, ceux-là, ils vont financer cette opération fraternité. Oui. Mais peut-être que la question qu'il faut poser à Sonia, qui finance ces associations culturelles qui vont... Ouais, non, mais c'est pas la même chose. Elle a répondu sur ce qu'il y a sur le fichier. Le fichier... Ah non, moi, c'est qui finance les associations culturelles dites musulmanes. Voilà, allons-y. Ça va être la même chose. Vous allez avoir le conseil général, le conseil régional. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et c'est des associations qui n'existaient pas il y a 2-3 ans et qui maintenant ont pignon sur rue. Ouais. En tout cas, notre position est claire, c'est donner l'information qui circule et dire on n'accepte pas à France Maghreb 2 que les gens se présentent comme victimes, parce qu'ils sont victimes de leurs actes, parce qu'ils n'organisent rien, parce que je suis sûr, et je connais Marseille très bien, vous le savez Sonia et tous les auditeurs, parce que chaque association a été touchée à titre individuel, et aucune association qui croit avoir le monopole dans ses relations avec les CRIF n'a appelé les autres associations pour discuter ensemble, pour aller en franc républicain, de dire nous on y va ensemble, mais voilà ce qu'on demande, ou voilà comment ça va se passer. Or chacune... Non mais je parle pas de vous, Sonia. Déjà l'année dernière, excuse-moi de te couper. Oui, mais je parle pas de vous. J'ai téléphoné l'année dernière, on a dénoncé tout ça. Et ça s'est on m'a traité d'antisémite. Oui. Vous voyez, alors que je fais très bien la différence, je sais très bien ce que c'est que le CRIF, et je ne vois pas qu'est-ce que le CRIF organise Alors, cher Sonia, dans les quartiers. Vous avez l'arme fatale quand quelqu'un vous dit antisémite, vous lui dites votre grand-père, qu'est-ce qu'il a fait entre 39 ou 45? Parce que mon grand-père à moi, algérien, et tunisien et marocain d'ailleurs, a hébergé les juifs sans pays. Votre grand-père était... Exactement. Faut leur dire. Faut leur balancer. Là-dessus. Voilà, faut leur balancer. C'est vraiment pour dire, voilà, c'est la collaboration. Voilà, c'est la collaboration qui me met hors de moi. Voilà, vous étiez collaborateurs et vous nous donnez des leçons à nous aujourd'hui. Oui, Mehdi. Il y a juste une chose, il faut aussi se rendre compte, on fait généralement la politique de sa géographie et de son époque. Là, actuellement, de ces petits intérêts des fois individuels, parce qu'on pense qu'en passant par la case CRIF, on va avoir une subvention plus importante qu'en suivante. Voilà.
Mehdi. La chose que je voulais préciser, c'est simplement aujourd'hui le combat des Palestiniens est on ne peut plus isolé, plus que jamais, même si par le passé, faut pas se leurrer non plus, hein, ils ont toujours été l'objet d'enjeux qui les dépassaient, notamment de la part des pays arabes, mais aujourd'hui vraiment ils sont complètement isolés et ils vont devoir se renouveler dans les stratégies de combat qu'ils vont mettre en place. Exact. Et je pense que nous aussi également, en Europe, en Occident, nous allons devoir renouveler notre discours et nous ouvrir à des stratégies de combat, des stratégies politiques pour la défense de la cause palestinienne, certes, mais qui seront peut-être pas forcément celles qu'on a fait par le passé. Merci Sonia en tout cas. Oui, je vais juste rajouter un petit mot. Rapidement. Je suis vraiment à fond sur la cause palestinienne, mais le CRIF, je vous invite à regarder les positions du président du CRIF national sur l'islam. Oui, c'est-à-dire là, on les connaît, vous inquiétez pas. De Palestine, c'est déjà une question de nous musulmans en France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout est lié aussi. Si on se fait pas respecter d'un côté, on se fera pas respecter de l'autre. Merci voilà, Sonia. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À bientôt. Merci beaucoup. Dans un instant, la première décision à l'international du nouveau président brésilien. Ça tombe bien, c'est toujours le même sujet. Eh oui, c'est transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, l'ambassade brésilienne, bien sûr. À tout de suite. Et Netanyahou s'en frotte les mains, bien sûr. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Mehdi Chebaïki, Tarek Mami, c'est le LGF sur France Maghreb 2. Et pour finir, le troisième et dernier sujet de ce LGF et de cette récap de l'actualité de ce vendredi, c'est Rio de Janeiro, au Brésil, qui semble de plus en plus vouloir emboîter le pas aux États-Unis, puisque depuis l'élection d'un président d'extrême droite dimanche dernier, dès hier, le futur chef de l'État, Sonaro, a indiqué que l'ambassade du Brésil en Israël serait prochainement transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Et comme a fait Washington en mai dernier, ça sera donc même l'une de ses premières décisions. Cette annonce provoque évidemment l'enthousiasme des autorités israéliennes. Historiquement d'ailleurs, sachez-le, peut-être que vous le savez déjà, mais le Brésil fut l'un des pays d'Amérique du Sud qui a accueilli des criminels nazis après la Seconde Guerre mondiale. Le docteur Mekbene, médecin concentration de Auschwitz par exemple, recherché par le Mossad des services de renseignement israéliens, qui a notamment terminé sa vie. En 2010, le pays alors présidé par Lula avait également reconnu la Palestine comme un État au thème d'Israël. Avec Sonaro, donc la diplomatie proche-orientale prend donc un nouveau tournant soutenu par un électorat évangéliste. Le futur président promet de déménager donc son ambassade à Jérusalem. Il avait également promis de fermer les représentations palestiniennes à Brasilia, qualifiant les Palestiniens de terroristes. Et Israël figure parmi les premiers pays où il entend se rendre avec le Chili et les États-Unis. Populiste d'extrême droite, donc, Sonaro ne cache pas son penchant pro-israélien. Netanyahou entend jouer de cet avantage, lui qui se félicite régulièrement d'ailleurs d'avoir réussi à améliorer les relations diplomatiques de son pays avec le reste du monde. Le Premier ministre israélien a remercié le futur président brésilien pour cette reconnaissance à venir de Jérusalem comme capitale d'Israël. Une étape historique, correcte et excitante, a-t-il écrit dans un communiqué, et il envisage de se rendre à Brasilia pour assister à l'investiture de celui qu'il appelle désormais son ami. Voilà pour, en tout cas, cette première décision de taille concernant ce nouveau président brésilien, qui est un pro-israélien. D'ailleurs, j'ai cru voir une photo du fils du nouveau président avec un t-shirt marqué Mossad. Donc voilà, il s'en cache plus. Voilà, pour le coup, ce nouveau président d'extrême droite qui arrive au Brésil, en Amérique du Sud, grand pays d'Amérique du Sud, Tarek. Bah, vous savez, la politique, comme dit l'autre, ça va, ça vient. C'est-à-dire que l'ancien président a reconnu la Palestine, celui-là va transférer. Ça rappelle Valls, non, vous trouvez pas? Mais là, c'était un même personnage, Valls, qui plantait des oliviers pour la Palestine et qui 5 ans après était... Excellente image. Valls, c'était 2 en 1 comme le shampoing. Voilà, c'est ça. Voilà, celui-là, il a fallu qu'il y ait 2 shampoings différents. En fait, on disait qu'il y avait le shampoing et l'après-shampoing et le colorant. Ouais. Donc, le prochain pourra prendre une décision contraire. Vous savez, c'est les éternements et c'est les malheurs de la politique des pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des pays qui restent sur des socles juridiques moraux. Il y a un peuple qui est occupé. On s'en fout que ce peuple soit musulman, chrétien, athée, hindou, indien. Et donc, on est contre la colonisation des peuples. Et on vote pour
la liberté de ce peuple au-delà de ses propres spécificités. Ouais. Et puis il y a ceux qui jouent à la fois l'affect, qui jouent les intérêts immédiats. Moi j'adore la phrase de nouveau président pakistanais, joueur d'un sport, je sais pas lequel, mais bon, Monsieur Khan, sur l'Arabie Saoudite, pour aller donc au fameux Davos du désert. On lui dit, comment acceptez-vous d'y aller alors que le journaliste vient d'être assassiné? Et il répond, je suis contre l'assassinat et le démembrement de ce journaliste, mais mon pays n'a pas les moyens de sa politique et j'ai besoin d'aller là-bas pour amener quelques milliards pour faire travailler et donner à manger aux gens. Ça, c'est un discours qui s'entend. C'est pas un discours idéologique. Celui-là est Monsieur Trump. Trump a dit une phrase terrible. Il dit, il y a un conflit sur Jérusalem, je transfère l'ambassade et je retire le problème de la table. C'est comme si des questions comme ça, on pouvait le retirer. Donc, il est dans l'idéologie et il a pris une deuxième décision. Il a nommé ministre de la Justice le juge qui avait empêché Lula de se présenter aux élections. Or, jusqu'à pratiquement un mois avant l'élection, cher Christophe, et jusqu'à ce qu'on interdise à Lula, et même 10 jours après, dans tous les sondages, Lula en prison était donné gagnant face à ce président. Donc aujourd'hui, ce sont des petits intérêts, comme beaucoup, malheureusement, pour les Palestiniens. Mais si je suis content pour les Palestiniens pour une chose, ils ont mis pratiquement 40 ans à sortir de l'idée que c'était les Arabes qui allaient les aider à se libérer. Aujourd'hui, depuis 2002 et la proposition de Beyrouth pour les terres contre les terres, et surtout depuis en gros une dizaine d'années, les Palestiniens savent qu'ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. Et le Conseil, d'ailleurs, on a échangé hors antenne tout à l'heure avec Mehdi. Aujourd'hui, il faut que l'autorité palestinienne se dissolve, rejette tous ses pouvoirs pour que les Palestiniens soient sous l'autorité du colon. Et là, les obligations internationales fait que le colon doit assurer l'eau, la nourriture, les routes, parce que quand on colonise un pays, on donne à manger aux gens qu'on a colonisés. Mehdi. Oui, alors concernant les Palestiniens, c'est exactement cela. C'est ce que Monsieur Mami vient de dire. Concernant le Brésil, alors il faut savoir que la communauté juive au Brésil, c'est quelques milliers de personnes, pour la plupart à Sao Paulo. Donc c'est vraiment une micro-communauté. On est loin de la France, par exemple, ou de l'Angleterre, où il y a vraiment une grosse diaspora de confession juive. Le Brésil, c'est vraiment microscopique. Donc il n'y a pas vraiment de bénéfice sur le plan intérieur de la politique du nouveau président, du changement d'ambassade. Par contre, ce qui est à noter, c'est que si ces décisions ne viennent pas de problèmes de politique intérieure, ils viennent de problèmes de politique extérieure, forcément. Je veux dire, c'est pas une lubie, il fait pas ça comme ça parce qu'il l'a décidé avant-hier. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait du bon boulot. Ça me fait mal de le dire, mais il y a des gens qui ont fait du bon boulot sur le long terme, qui ont financé un cheval gagnant, qui a réussi, et aujourd'hui, il rend simplement ce pourquoi il a été payé, quoi. C'est retour sur investissement. Voilà, c'est un retour sur investissement. Derrière tout cela, je pense on a parlé des évangélistes. Alors là, il y a aussi la problématique du sionisme chrétien, puisque alors on parle souvent des juifs étrangers, enfin des juifs de la diaspora, qui soutiendraient de manière viscérale l'État israélien. Tout d'abord, ce ne sont pas tous les juifs, comme on arrive encore à faire la différence entre un mouvement politique qui est le sionisme et une idéologie religieuse, une religion qui est le judaïsme. Mais il y a le sionisme chrétien derrière, qui est notamment le fait des évangélistes chrétiens, dont toutes les églises ont leur tête pour la plupart aux États-Unis, et c'est aujourd'hui un biais d'influence qu'on retrouve en Afrique, qu'on retrouve en Amérique du Sud, et qui permet de faire passer justement beaucoup de sujets pro-américains dans les politiques intérieures de ces pays. Enfin, une dernière chose, c'est nous maintenant, en tant que Français de confession musulmane, faut vraiment qu'on observe tout ça avec attention, parce que lorsque l'on voit que l'Europe de l'Est est en train de passer à l'extrême droite, lorsque l'on voit que l'Amérique du Sud en fait de même, que les États-Unis en font de même, que les pouvoirs deviennent durs et autoritaires de partout, et que nous avons une élection présidentielle dans quelques années, il faut se préparer à certains changements, et il faut être très très vigilant, il faut commencer à agir. Alors je rajouterais juste que le plus paradoxal dans l'histoire, c'est que ces évangélistes sont des racistes, parce qu'ils ont une vision du monde qu'il faut regrouper tous les juifs dans un seul endroit pour que le Messie revienne, remette tout ça à sa place, c'est-à-dire qu'il extermine les juifs.
Mais pour donc les sionistes et pour les politiques israéliens, ils s'en foutent de cette vision. Pour eux, l'essentiel, c'est de gagner la bataille aujourd'hui et pour les 10 ans qui viennent. Et dans un siècle, on verra bien. Très bien, merci beaucoup messieurs en tout cas et je vous souhaite un excellent week-end à toutes et tous et rendez-vous donc à partir de lundi 16h sur France Maghreb 2 avec toute l'équipe que vous allez pouvoir retrouver évidemment. Passez un excellent week-end, profitez bien du soleil qui sera de la partie ce week-end visiblement. Timide mais existant. Et on va pas s'en priver parce que avec ce qu'on a pris sur la tonche pas plus tard qu'hier et on pensait donc avec nos amis marseillais qui ont quand même bien mangé pour le coup. Voilà, en tout cas, les bon Corses week-end. aussi, hein. Les Corses aussi, ouais, ça a été un peu. Des Corses qui m'ont appelé pour me dire que il y a plein de bateaux qui ont survolé sur le port. Et à Lyon, ça a été calme, Mehdi, ça va, tout va bien la météo. La météo est très bonne aujourd'hui. Non, mais depuis quelques jours. Depuis quelques jours, parce que là, on parlait de Marseille qui a bien morflé, de tout le sud de la France. Non, de la pluie, mais rien d'exceptionnel. Bon. Et puis, on souhaite une belle soirée pour nos auditeurs. Marseillais demain. Non, mais ceux qui vont voir le spectacle d'Algerino, c'est ce soir. Oui, c'est demain soir. Okay. Demain soir au Dôme. Oui, voilà. Donc, on leur souhaite une belle soirée avec Algerino, qui apparemment a fait un tabac à Paris à l'Olympia, et qui risque de faire la même chose là-bas, chez lui. Et le LGF sera représenté avec Faiza Ben Mohamed, qui sera qui sera dans le public demain soir au Dôme, donc avec ses enfants. On lui souhaite d'ailleurs une bonne soirée par avance. Merci beaucoup Mehdi, bon week-end. Merci à tous, merci Tarek, merci Christophe et bon week-end à nos auditeurs. Restez avec nous dans un instant, Medjahed jusque 20h, l'heure à laquelle vous allez retrouver Samir Abstem pour l'émission Parler Islam. Bonsoir, le rappel de l'actualité à 18h02. Merci, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On débute avec cet accord commercial d'envergure signé entre la France et le Vietnam ce vendredi à Hanoï. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur place pour plusieurs contrats qui avoisinent les 10 milliards d'euros, dont une commande de 50 Airbus. Par ailleurs, EDF envisage de construire une centrale électrique au gaz dans le pays. Édouard Philippe doit rester 3 jours sur place avec une visite également placée sous le signe de la mémoire sur le site de Dien Bien Phu, endeuillé lors de la guerre d'Indochine en 1954. Une plainte déposée par une femme à Paris en cette fin de semaine. Elle fait suite à l'agression homophobe dont elle a été victime mercredi soir alors qu'elle a embrassé sa petite amie à un arrêt de bus. Un homme a d'abord tiré les cheveux de sa compagne, puis a asséné un coup de poing à la plaignante qui s'est vue prescrire 21 jours d'ITT. J-2 avant le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. C'est dimanche que les 175 000 citoyens doivent décider si la Nouvelle-Calédonie reste française ou devient indépendante. Même s'il n'a pas voulu prendre position dans ce débat, Emmanuel Macron a cependant indiqué qu'il s'exprimera à l'issue du scrutin dimanche en direct à la télévision. Dans l'actu internationale, un attentat contre un bus copte en Égypte a tué 7 personnes. L'attaque contre des chrétiens d'Orient a eu lieu dans la région de Minya, à 200 km au sud du Caire. Des hommes armés ont ouvert le feu sur le véhicule qui comportait une cinquantaine de fidèles. En mai 2017, une trentaine de coptes avaient déjà été attaqués dans cette région de l'Égypte. Nouvelle fuite de données chez Facebook. Selon la BBC, les messages privés de près de 80 000 utilisateurs de Facebook ont été volés par des hackers. Ces données pourraient être vendues pour 9 centimes par compte et toucheraient essentiellement des internautes russes, anglais, américains et brésiliens. Et puis du sport pour terminer avec le choc de haut de tableau ce soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 de football. Le PSG, leader au classement, accueille son dauphin Lille dès 20h45 et ce devrait être avec le milieu italien du PSG Marco Verratti, pourtant arrêté pour alcoolémie au volant dans la nuit de mardi à mercredi. Le club lui a infligé une amende mais il devrait avoir son permis suspendu car le taux d'alcool était 2 fois supérieur à la limite. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.